Candidat dissident, on le rappelle. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous briguez donc toujours la mairie de Paris. Je disais tout à l'heure que beaucoup pariaient sur le fait que vous abandonneriez. Vous ne passeriez pas Noël, vous êtes toujours là. Et voilà, vous venez de recevoir là. Du renfort, il y a des coalitions qui sont envisagées dans tous les sens. On va en parler ainsi que de vos propositions. Mais d'abord, un mot de l'événement politico-médiatique du jour, à moins que vous, d'ailleurs, vous le mettiez dans la rubrique faits divers. Carlos Ghosn, près d'une semaine après sa fuite rocambolesque, tient une conférence de presse cet après-midi. Ce sera en direct sur LCI. Il accordera aussi une interview, d'ailleurs, exclusive à TF1 dans le journal de 20h. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous? C'est un hors-la-loi ou c'est un homme qui a légitimement fui le Japon, comme d'ailleurs l'a dit de façon un peu étonnante Jean-Luc Mélenchon hier? Je trouve qu'il s'est soustrait à un procès. Nul ne peut se soustraire à la justice. Et j'espère bien qu'il y aura procès. Ouais, donc c'est un homme dont il ne faut pas faire une figure héroïque, comme certains sont... Je n'en ferai pas une figure héroïque. Je ne connais pas les détails du dossier, mais les faits qui étaient reprochés et les accusations étaient assez graves. C'est une affaire extraordinaire. C'est une affaire incroyable, néanmoins. Rocambolesque, absolument. Ouais. Bien sûr, j'entends bien qu'il y en a qui sont tentés de voir quelque chose de romantique dans cette figure d'évasion spectaculaire. Mais il faut bien rappeler, on est dans le cadre d'un procès avec des accusations qui sont graves. Des accusations graves dont il doit répondre. Dont il doit répondre. C'est un homme, vous l'avez commencé par là, qui ne doit pas se soustraire à la justice. Ce que vous dites, il faut qu'il rentre en France, par exemple, et qu'il assume ses responsabilités. C'est pas à moi de dire, il doit rentrer en France, ceci ou cela. Pour moi, il faut qu'il y ait instruction du dossier, il faut qu'il y ait procès. Cédric Villani, les Français n'ont pas du tout la tête... encore, ça viendra peut-être, la campagne des municipales. C'est la faute au conflit des retraites qui s'éternise? En particulier, il y a eu une actualité nationale très forte, évidemment. Et on le voit bien dans les discussions des Parisiens, des Parisiennes, des Français en général. Ce n'est pas le sujet qui a occupé le plus les conversations. On le sait bien, et c'est pour ça que commence maintenant une phase qui va être un vrai redémarrage des campagnes municipales en France, une phase qui sera marquée ici et là par beaucoup de dynamique de terrain et le travail sur les programmes et sur les alliances, bien sûr, et sur les à Paris comme ailleurs. Mais néanmoins, demain encore une grosse journée d'action dans ce conflit des retraites, avec des grèves, des manifestations. 10 jours après qu'Emmanuel Macron a appelé à une sortie de crise rapide, à un compromis rapide. Est-ce que ça va assez vite selon vous ? Pour moi, ça n'a déjà que trop duré. Nous devons avoir une sortie de crise. Et j'ai appelé de mes vœux très tôt à une entente entre le gouvernement et les syndicats réformistes, la CFDT en particulier, dont on sait, CFDT, UNSA, qu'ils sont favorables au principe d'un régime universel pour les retraites. Alors, pour lequel vous avez fait campagne, vous, en tant que J'ai fait campagne en tant que député en 2017 avec mes collègues pour dire qu'il faut un régime universel pour plus de justice, pour permettre le passage d'une carrière à une autre plus facilement, pour des raisons de simplification et de lisibilité, oui. Vous êtes derrière le gouvernement sur la question du système à points, sans aucune nuance. Sur nuance. Le principe du système à points, oui, je pense que c'est un principe que nous devons adopter. En revanche, je pense qu'il ne faut pas... je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur l'âge pivot et qu'il faut trouver une entente au plus vite entre les syndicats réformistes et le gouvernement. A fait un petit pas hier vers la CFDT. On a vu un petit pas vers la CFDT, oui. On a entendu parler de cette proposition de Laurent Berger de conférence de financement pour bien séparer le principe de la retraite sur régime universel à points et la question de l'équilibre budgétaire. Et on ne peut que saluer le fait que le gouvernement a dit « Ok, regardons, examinons cette proposition. » Examinons la proposition, mais... ne renonçons pas à ce stade à l'âge pivot. Est-ce qu'il y a une forme quand même un peu de raideur sur cette question? Vous qui dites depuis plusieurs jours déjà qu'il faut y renoncer à l'âge pivot. J'ai dit que c'est pas quelque chose sur quoi il faut s'arc-bouter et il va y avoir des discussions encore, vous le dites. Demain, après-demain, j'appelle de mes vœux qu'un compromis, qu'une entente soit trouvée au plus vite. Il y a urgence. Et on a vu, il y a urgence. Vous vous promenez, vous entendez d'abord tous les matins, c'est devenu invivable le transport dans la région parisienne en particulier, complètement engorgé. Et puis vous avez pour tous les métiers, c'est dur. Pour les commerçants, c'est un supplice.
Et vous allez sur le terrain, vous écoutez ce que vous disent les commerçants, partout c'est le même discours. Un mois de décembre qui a été abominable, qui était déjà terrible l'an dernier, et quelque chose à faire pour résoudre ce conflit rapidement. Donc vous dites, on attend que vous soyez clair aussi en tant que candidat à la Ville de Paris, ça suffit. Il faut sortir très vite. Il faut sortir très vite. J'ai été clair là-dessus dès le début. Très vite, ça veut dire vraiment, très vite, ça devrait déjà être sorti. J'attends qu'il y ait là, j'entends, à la fin de la semaine, il y a de nouvelles discussions, de nouvelles négociations, et j'espère que ça permettra de sortir. Donc, et à qui la faute finalement, si ça traîne à votre avis? C'est pas la question de dire, là, distribuer les bons points, mauvais points, à qui la faute. Depuis le début, j'ai dit combien j'avais de la sympathie pour la démarche de la CFDT, et combien je pense que c'est important qu'une réforme s'appuie sur les corps intermédiaires. Vous êtes sur la ligne totale de Laurent Berger, donc vous attendez que le gouvernement renonce à l'âge pivot. Voilà, c'est ça votre position, puisque c'est ce qu'il demande aussi. Encore aujourd'hui. Si c'est cela qu'il faut, c'est cela qu'il faut. Vous parliez de difficultés cauchemardesques, c'est à peu près votre terme, des commerçants. La Confédération des commerçants indépendants a annoncé 20% de pertes en décembre, tous secteurs confondus, moins 30, moins 40 dans l'hôtellerie et la restauration. Anne Hidalgo a annoncé une aide indirecte de 2,5 millions mi-décembre. C'est bien? C'est assez? Il en faudra toujours plus pour nos commerçants. Commerçants, c'est pas que le commerce, c'est de l'économie, c'est du lien social. Ça participe à l'animation des quartiers, c'est très important. Ça participe à la sécurité parce que un commerce dans votre rue, c'est du monde qui est là, c'est de l'activité. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut dans la durée aider nos commerçants, grève ou pas grève. C'est la ville ce sera dans mon programme. Ce sera dans mon programme un renouvellement du programme Vital Quartier. Ces programmes par lesquels la ville de Paris s'occupe de préempter des commerces qui ferment, de réaménager les locaux, de les proposer à des commerces indépendants pour participer à l'animation des quartiers. Ça ne manque pas de petits commerces dans Paris. Ça ne manque pas de petits commerces. Allez faire le tour, les petits commerces, passez dans les rues, dans les quartiers, vous verrez combien ils souffrent. Et combien il y en a qui sont obligés de fermer. Il y a des quartiers qui sont particulièrement sinistrés. Je pense au quartier de Notre-Dame de Paris, dans lequel est mon quartier général. Et tous les commerçants que vous interrogez, ils ont pris tant de difficultés. Il y a eu l'incendie de Notre-Dame, il y a eu l'an dernier les Gilets jaunes, bien sûr, cette année encore la grève, et ils sont tous en train d'essayer de surnager. Certains doivent faire des plans sociaux, licencier, et on voit, ils gardent le sourire, parce que ce sont des professionnels, mais ils ont besoin. Une mesure pour les aider concrètement. Pour aider ce dont j'évoquais, cette aide à travers un renforcement de ce programme Vital Quartier qu'il faudra abonder suffisamment. Oui, mais c'est-à-dire, c'est de l'aide financière, c'est quoi? C'est de l'aide financière et c'est de l'aide pour permettre le réaménagement, pour faire en sorte que, pour faciliter l'accès des petits commerces à des locaux partout dans les quartiers où il y a besoin. Donc multiplier les petits commerces. Multiplier les petits commerces et les soutenir. Et encore plus qu'aujourd'hui, même si ceux qui sont déjà en place encore souffrent. Plus qu'aujourd'hui. Oui. Il faut, dans l'avenir, c'est important, c'est là, vraiment, j'insiste, c'est la vie du quartier. Il y a des choses des choses qui sont indispensables dans une ville, qui sont les transports, qui soient fluides. Ça vaut pour tout le monde. On va en parler. Anne Hidalgo a fait une proposition spectaculaire, alors qu'elle n'est même pas d'ailleurs encore officiellement candidate. Vous savez quand est-ce qu'elle présente? Vous savez, on dit que ça vient ce week-end. Ce week-end, donc peut-être Anne Hidalgo officialisera. Ça n'a pas empêché, par la voix d'Emmanuel Grégoire, son adjoint, d'annoncer que dans son programme, il y aura la gratuité des transports parisiens pour les moins de 18 ans. Donc fini les cartes Navigo étudiants qu'il faut acheter, fini les tickets pour les jeunes, gratuits. C'est une bonne idée que vous auriez aimé avoir? Je ne suis pas convaincu par cette idée, je suis désolé de le dire. D'abord, c'est pas une. Si vous imposez de la gratuité uniformément, c'est pas une mesure sociale parce que les familles modestes et les familles aisées seront touchées pareillement. Est-ce que c'est une mesure écologique? C'est pas dans la tranche d'âge 11-18 ans. Au moins de 11 ans, c'est déjà gratuit. La tranche d'âge 11-18 ans, c'est pas spécialement une tranche d'âge qui hésite entre la voiture et les transports en commun pour se déplacer, pour aller aux études. Ça n'aura guère d'effet ou aucun effet sur le transfert de mobilité d'un secteur à l'autre. Je vais vous dire ce que je ferai, moi. Ouais, donc c'est pas une bonne idée. C'est pas une idée. Et c'est une idée, par ailleurs, disent ses adversaires, coûteuse.
Ah, c'est une idée, bien sûr. Rien n'est gratuit. Quand vous dites quelque chose est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais ce qui me convainc pas en plus, c'est cette tranche qui est choisie 11-18 ans. Qui n'est pas cohérente avec les convictions écologiques qui n'est pas quelque chose qui va avoir un impact écologique important. Je vais vous dire ce que je ferai, moi. Gratuité pour le Vélib, à tous les âges. Parce que là, ça veut dire favoriser le vélo sur d'autres modes de transport. Et on en a besoin. On est en retard sur les déplacements à vélo. Ça veut dire des usagers de métro qui sont incités à se déplacer en vélo. Ça veut dire plus de confort dans le métro. Ça veut dire le développement du transport à vélo. Et là, on a quelque chose qui est important du point de vue écologique. Donc c'est la mairie de Paris qui assumera toute seule le coût des Vélib. Il n'y aura plus d'abonnement. Ce sera gratuit pour tout le monde. Abonnement gratuit, les conditions, ça discuter évidemment, mais c'est ça. Ça, c'est une vraie mesure. Il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Parce qu'il faut, vous savez, les problèmes qu'on a avec les Vélib, ils sont souvent en mauvais état. C'est très important que l'opérateur, que Smovengo puisse assumer ses responsabilités. Souvent, votre Vélib, il a un frein cassé, il a une selle qui est dévissée, il a une batterie qui est pas au point, et il y a un enjeu important à faire pression, à mettre l'opérateur face à ses responsabilités pour que le parc soit bien. Et puis, vous voulez pas non plus que votre usager, sous prétexte de gratuité, se mette à confisquer le Vélib et à le garder pendant des semaines. Donc, évidemment, il y aura des conditions d'usage raisonnables, mais gratuité pour tous. Gratuité, mais limitée dans le temps, peut-être, c'est ça que vous voulez dire. Vous voulez pas non plus que chacun prenne son vélo et le garde. Voilà, évidemment. Donc il y a des questions de mise en place. C'est votre proposition majeure en matière de transport à Paris ? Ce n'est pas la seule. En matière de transport, la ville, par exemple, une mesure importante serait d'inciter, d'aider, d'accompagner la région Île-de-France dans la modernisation, l'automatisation des lignes de métro. Combien c'est important pour les usagers. Métro automatisé, c'est un métro qui est plus ponctuel, ce qui est bien plus, qui en temps de grève, peut continuer à tourner. Ça change tout. Vous l'avez dit, c'est pas la mairie de Paris qui décide. Par ailleurs, c'est la région Île-de-France. Combien ça coûte, Cédric Villani, l'automatisation ? Une automatisation, ça peut se coûter en centaines de millions d'euros. Combien évidemment. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. 500 millions d'euros pour une automatisation d'une ligne. Le double, dit-on. 500 millions d'euros, on est dans le bon ordre de grandeur. Vous me direz, ça dépend de quel trajet, quelle ligne. Oui. Et évidemment, c'est pas la mairie, c'est pas la ville de Paris qui va se charger de prendre ce coup-là en charge, mais qui peut aider, accompagner. Et de toute façon, une politique de transport à Paris, ça doit se faire main dans la main entre Paris et la région. Et si je puis me permettre une critique de l'équipe en place, de l'équipe de Madame Hidalgo, les conflits permanents entre la ville de Paris et la région Île-de-France ont eu un impact désastreux sur les politiques de transport. Vous dites qu'il y a eu finalement de la part d'Anne Hidalgo une tentation d'entretenir une rivalité avec Valérie Pécresse et la région ? Mais il y a eu des frottements. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est important aussi qu'il y ait l'avantage de quelqu'un qui vient en dehors de la politique, comme moi, pour venir dans la politique, au service du bien commun, et qui ne va pas s'abîmer dans des luttes entre appareils politiques. Les luttes sont délétères, et dans une ville comme Paris, on a besoin de s'entendre. Il faut pacifier les relations entre la ville et la région. Il faut pacifier les relations, apaiser cette ville. Ça n'a pas été le cas. Et comment croire qu'on résoudra les problèmes des embouteillages dans Paris si on ne travaille pas avec la région ? La grande majorité des voitures qui sont coincées dans les embouteillages en heure de pointe, ils viennent de la couronne. Et donc on a le devoir de travailler main dans la main, aussi sur les plans de vélo. Ça sera aussi un axe majeur de ma politique de transport. Continuer le plan vélo, le réaliser. Vous savez que l'équipe en place a réalisé à peine la moitié du plan vélo qui était prévu. Il faut remettre de l'ordre, il faut remettre de l'efficacité dans les politiques de transport. Et c'est pas juste avec de la communication, des grands idéaux qu'on fait tourner une ville. C'est aussi avec de la rigueur et de l'ordre. Et les routes vélo, on a besoin qu'elles débordent de Paris, qu'elles aillent jusque dans la couronne. On a besoin d'élargir les voies cyclables. On a besoin d'un travail cohérent là-dessus. Cédric Villani, Hugues Rançon vient de vous rallier, il l'a annoncé dans le Parisien dimanche, député En Marche. Comme vous, candidat malheureux à la primaire pour l'investiture LREM à Paris. Comme vous, et dans le Parisien d'ailleurs, il a dit « Pour Paris, il nous faut Villani ». C'est un slogan, ça, non ? Pour Paris, il nous faut Villani. C'est un bon slogan, moi j'aime bien. Ça peut être un slogan pour vous. Hugues Rançon, comme je le rappelle, est aussi... Hugues Rançon est une figure très respectée. C'est un vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une figure de la Chiraki, une figure historique de En Marche.
Et c'est quelqu'un avec qui nous avons beaucoup partagé à l'Assemblée nationale ces dernières années. Quel rôle aura-t-il auprès de vous ? Et un rôle politique majeur, le 15e arrondissement, qui est l'arrondissement dans lequel il est député. Bien sûr, il fait déjà partie de mon comité politique avec une participation à la stratégie d'ensemble. Hugues, je l'apprécie beaucoup aussi pour son humanisme et son ambition écologique. Comme moi, quelqu'un qui croit en une écologie rationnelle, appuyée sur les sciences. On va en parler de l'écologie, c'est important. Juste un mot. Et juste un mot, un peu emblématique pour moi. Hugues Rançon et moi-même, nous sommes membres du collectif Accélérons la transition écologique et solidaire à l'Assemblée nationale. C'est lui qui avait l'honneur d'introduire la séance à l'Assemblée nationale dans laquelle Greta Thunberg venait avec une scientifique du GIEC parler aux députés pour que tous ensemble nous discutions de l'urgence écologique. Plus vert, il n'y a pas, c'est ce que vous voulez dire. Vous avez parlé du 15e arrondissement. Parlons-en. Le maire du 15e arrondissement, gros pourvoyeur de conseillers à Paris, c'est important, s'appelle Monsieur Goujon. Vous l'avez rencontré ? Philippe Goujon, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, comme j'ai rencontré la grande majorité des maires d'arrondissement. Alors, la question, c'est est-ce que vous parlez alliance avec lui ? Avec Philippe Goujon, nous parlons projet. Nous parlons projet avant tout, et c'est ma ligne. Est-ce que vous parlez alliance sur la base d'un projet ? Nous parlons possibilité d'alliance sans qu'aucune modalité ne soit définie ou ne soit discutée précisément sur la base d'un projet. Et j'insiste, moi, je parle avec tout le monde. Oui, mais à force de parler avec tout le monde, vous parlez avec, vous faites le grand écart. Vous parlez avec Philippe Goujon, qui est LR. Vous parlez avec David Béliard, qui est Europe Écologie Les Verts, associé à France Insoumise, et très engagé, Europe Écologie Les Verts, à la mairie de Paris aujourd'hui avec Anne Hidalgo. Ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que vous appelez associé à France Insoumise ? Je ne sais pas, et moi, au contraire, je ne pars pas dans tous les sens. Pour moi, il y a le projet, il y a la vie des Parisiens. Il y a ce que j'appelle l'éco-progressisme, une écologie basée sur les sciences, la rationalité, au service des citoyens. Et c'est sur la base de ce projet que les uns et les autres sont libres de discuter et de me rejoindre s'ils le souhaitent. Vous ne gagnerez pas tout seul, venez à moi les petits-enfants, peu importe le flacon. Oh là, je n'ai pas l'habitude d'être hautain, parler de petits-enfants. Ce sont des discussions dans lesquelles on discute entre personnes politiques responsables et dans lesquelles on parle de projets. Avec Philippe Goujon, on parle de quoi ? Par exemple, de la végétalisation du 15e arrondissement, comment ça doit se faire ? Ou de ce projet, la tour Triangle, projet auquel il était opposé et qui a été imposé par la mairie centrale. Ou des réservoirs, de ces grands réservoirs sur lesquels il y a aujourd'hui une polémique. Et sur ces positions-là, vous savez, le 15e arrondissement, je ne parle pas qu'avec Philippe Goujon. J'ai un chef de file qui s'appelle Géraud Guibert, une grande figure écologique. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on n'est pas encore complètement dans les projets, de la campagne. Et justement, en particulier sur LCI. Hugues Rançon aussi, 15e arrondissement, et des figures importantes du MoDem à Paris, Maud Gattel, Yann Verling, avec lesquels je discute aussi. D'accord, on a bien compris les messages que vous voulez faire passer. 2 mots rapidement. Le Vert David Béliard vous a fait une offre avant Noël, assez inattendue, puisque aujourd'hui, les Verts gouvernent avec Anne Hidalgo. Ça a mis la pagaille chez les Verts. Le patron, Julien Bailly, a dit que c'était une maladresse. C'est une douche froide, ça vous a un peu refroidi par rapport à cette alliance possible ? Je ne suis pas refroidi le moins du monde, et vous avez pu voir qu'il y a du débat au sein des Verts. Oui. Personne ne peut nier la culture démocratique très importante au sein des Verts. Et ils ont des positions différentes et l'ont fait savoir. Yannick Jadot, par exemple, a lui-même dit qu'il trouvait la déclaration de M. Bayrou maladroite et qu'il fallait donner sa chance à un accord. C'est pas à moi de donner des bons points aux uns et aux autres, mais moi je dis, ma porte reste ouverte et j'espère bien qu'on peut discuter avec les Verts et qu'on peut travailler ensemble à définir une offre de progrès écologique pour Paris. Deux questions. Votre base électorale, Cédric Villani, c'est bien celle d'En Marche, c'est bien celle des marcheurs, c'est bien celle qui a voté Emmanuel Macron à la présidentielle ? Je me suis toujours reconnu... Pourquoi je me suis reconnu d'En Marche ? Pourquoi je me suis engagé ? Parce que les valeurs que ça mettait sur la table étaient celles auxquelles je croyais déjà et pour lesquelles je militais déjà, en particulier dans les milieux fédéralistes européens. Implication de la vie, de la société civile et de la politique, dépassement des clivages, réconciliation et progrès. Et c'est pour cela encore que je m'engage. Est-ce que Emmanuel Macron a tenté, je lis le Canard enchaîné qui paraît aujourd'hui, a tenté de débrancher votre candidature
il y a quelques jours, la semaine dernière, en insistant sur la responsabilité que vous prenez vis-à-vis de la majorité. Désolé, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. C'est du vrai pipeau, si je puis dire, mais ce n'est pas pour... Il ne l'a pas fait sur votre directement confrère. ou indirectement. Ni directement, ni indirectement. Dernière question, un drame à Paris est survenu, un livreur effectivement a trouvé la mort à l'hôpital après avoir été interpellé par la police. L'autopsie conclut à une asphyxie après la fracture du larynx. Bavure, disait sur LCI tout à l'heure son avocat, bavure évidente. Et vous? J'ai été, bien sûr, comme tout le monde, choqué et horrifié en voyant les comptes rendus, en apprenant la nouvelle tôt ce matin. Bien sûr, j'attends les compléments d'enquête. Et forcément, il faut tout faire pour que ça ne se reproduise jamais. Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.